L'épisode de cette semaine est une présentation de barbenoire.com. Visitez leur site web pour vous procurer la boîte TSLH. Dans la boîte TSLH, vous obtiendrez la plupart des produits de Barbe Noire, à même la boîte de TSLH. Livraison partout en province au Québec et livraison gratuite pour nos membres Patreon en fonction de votre forfait. barbenoire.com. Et l'épisode est aussi une présentation de eBox. Utilisez le code promo PM1736 pour sauver 25$ de rabais sur votre facture Internet résidentielle. PM1736 pour sauver 25$ sur votre facture. Cette semaine, Pascal et moi, on vous parle des espoirs 2024 pour le repêchage de la Ligue nationale de hockey. On aborde tout d'abord les espoirs évoluant dans la CHL pour ensuite discuter des espoirs, le rendement des espoirs en Russie. N'hésitez pas à vous abonner au Patreon de TSLH à patreon.com/TSLH podcast. On a des forfaits à partir de 2$ pour obtenir les épisodes d'avance et sans pub. Et on a aussi différents forfaits pour du contenu exclusif au TSLH Espoir. Vous commandez des Game Reports en fonction des espoirs que vous désirez. Et nous, on vous fait parvenir nos observations concernant l'espoir choisi. Plusieurs autres types de contenu est offert sur le Patreon de TSLH. Et du même coup, vous encouragez le podcast. Et si vous ne pouvez pas le faire financièrement, vous pouvez toujours partager les épisodes, liker les épisodes, parler du podcast à vos amis. C'est toujours autant apprécié. Donc merci beaucoup et je vous souhaite un bon épisode. Présentation de toutsurlehockey.com. Er novembre et qui dit mois de novembre au TSLH podcast dit liste préliminaire. Pascal, ça s'en vient. Ça s'en vient très rapidement même. Yes, let's go. Oh, je pense pas que c'est une bière qui se débouche. Non, c'est une bubbly. On salue les gens qui sont à l'écoute pour cet épisode du TSLH podcast. Dans cet épisode, on va parler du repêchage 2024. Maintenant qu'on accumule les visionnements pour les espoirs, on va commencer à faire un petit tour d'horizon. Petite mise en bouche, tranquillement, pas vite, pour mener à la mi-novembre, qui va être notre diffusion de liste préliminaire. Mais d'abord, Pascal, j'ai pas le choix de lancer la discussion sur ce qui s'est passé aujourd'hui du côté d'Ottawa. Ah, oui, chacun qu'est-ce qui s'est passé. Ah. Oui, Pierre Dorion qui est congédié après l'annonce de la sanction de la NHL par rapport à la transaction d'Evgeny Dadonov. On se souvient qu'il y avait une histoire de la liste des équipes dans la clause de non-échange n'avait pas été transférée. Bref, Ottawa a été sanctionné d'un choix de première ronde
pour le repêchage 2024, 2025 ou 2026. Donc, c'est un des trois, un choix dans un des trois. Euh, Est-ce que, avec le nouveau propriétaire, on avait beaucoup d'espoir du côté d'Ottawa? Est-ce qu'on peut qualifier la journée d'aujourd'hui comme une solide claque d'en face? Un bon coup dans la glotte. Tu sais, j'ai bien aimé, je sais pas comment dire le nom de Andy peu importe, là, du propriétaire de l'équipe. Mais tu sais, il semblait quand même professionnellement frustré de la sanction. Puis je comprends de mettre Dorion dehors. Personnellement, j'espérais ça depuis un bon bout de le voir dehors. Comme je l'ai dit, je pense au dernier podcast, que si cette équipe-là ne se débarrasse pas de Dorion et de DJ Smith, ils vont pas faire les séries. La moitié de la job est faite. Donc, peut-être, on ne sait jamais. Mais, tu sais, comme il a dit, c'est en 2021 que ça s'est passé, cette transaction-là. Ça prend 500, 600 jours avant d'avoir la sanction. Il n'y a aucune information qui a été dite pendant la vente de l'équipe. Même affaire avec Pinto. Puis là, tu as ça qui te sort aujourd'hui, alors que la vente est toute réglée, tout est fait. Je peux le comprendre qu'il soit en sacrement. C'est un solide vice caché qui aurait possiblement descendu la valeur de l'équipe. Puis il a droppé ça dans l'entrevue, dans la conférence de presse, live, devant tous les journalistes. Comme quoi, il dit que ça n'a jamais été dit, puis il trouve ça ordinaire en sacrement. Puis je suis d'accord avec lui. Puis il va en plus dire justement que peut-être la Ligue voulait pas, voulait, dans le fond, voulait laisser le meilleur prix aux vendeurs. J'ai comme, tu sais, c'est ça. Au départ, quand ça a sorti, quand il l'a dit, ça a pris une vingtaine de minutes avant que Twitter, mettons, réagisse vraiment solidement à cette information-là. Moi, dès que ça a sorti, j'étais comme, c'est une pas pire bombe là, qu'il vient de dire. Là, une bonne flèche là, à la Ligue, puis c'est bien correct, c'est de bonne guerre. Est-ce qu'ils vont intenter quelque chose de légal pour enlever le choix de première ronde, dans le fond, enlever la sanction? Possiblement qu'il va tenter ça, parce que, comme je dis, c'est un vice caché. Là. Ouais, puis dans le domaine du droit civil, les vices cachés, c'est assez sévère là, au niveau des Ouais. recours qu'on peut aller. Donc, maintenant, ce sera à voir si Andlauer va fighter un peu cette décision de la Ligue nationale pour le choix de premier tour. Mm. Tu sais, dans les rumeurs aujourd'hui, il y avait, évidemment, suite au congédiement de Pierre Dorion, il y avait la possibilité de voir Peter Chiarelli, DG des Sens. Honnêtement, si Ouais. tu gardes DJ Smith puis tu rentres Peter Chiarelli dans le décor comme DG à temps plein, euh, puis tu sais, d'un autre Chiarelli. côté, mais tu sais, d'un autre côté, les rumeurs qui envoyaient Chiarelli comme DG, tu sais, il est conseillé déjà présentement, fait que j'ai Il est l'impression que c'est VP. vrai. Il est Il est VP VP, à hein, c'est ça. Saint-Louis. Ok, il est C'est VP. l'équipe qui va nulle part. Là. Fait que tu sais, il y a eu beaucoup de. Il y a eu beaucoup d'associations entre Andlauer et Chiarelli à cause de l'époque et tout. Je pense que c'est deux bons amis aussi, mais tu sais, Steve Staios aussi, c'est un bon ami à Andlauer, puis là, il est par intérim. Fait que tu sais, Il est ça se très pourrait quand respecté même. aussi, Steos. Là. C'est ça. Fait que tu sais, ça se pourrait quand même qu'on y aille de l'avant avec Staios. Là. Espérons au moins que le Ouais, pauvre c'est ça. Chiarelli, le Boys Club qui se termine plus dans Ou son bien cas. que Steos soit VP, puis qu'il trouve un DG un peu plus expérimenté dans la ligue. Puis que, il y avait comme un Peter Chiarelli qui vient DG, puis Claude Julien coach. Ouais, mais ça, là, c'est Euh, Sean Simpson qui a dit ouais, ça. je sais Puis, tu bien, sais, Simpson. des fois, il aime ça troller pas mal. Oh, ouais, Sean Simpson, c'est, mettons, l'équivalent de Montréal, dans le fond, de la couverture de Montréal, Sean Simpson, ce serait qui? Oh, j'aime mieux pas me lancer là-dedans. Mettons. Mais ce serait Steve Ben, en fait, il n'y en a Simmons. pas. Ce Il n'y en a serait pas. Steve Simmons à Toronto, dans le Toronto Sun, mais sans les propos misogynes et Ouais. racistes et tous les En fait, propos il n'y en a pas au épouvantables qui peuvent Québec. sortir. Il n'y en a pas aux alentours de Montréal, de ce genre de personnage-là, qui est. Je pense pas qu'il y en ait, en fait. Non, non, Bref. exact.
Bref, c'est petite intro, je pouvais pas passer à côté de cet événement-là qui a brassé un peu la soupe là, dans la Ligue nationale. Tu sais, sanctions au niveau du repêchage, ce que ça pourrait être en 2024. Est-ce que les Sens vont revenir contre la NHL parce que on croit vraiment que la Ligue a joué dans le dos de la franchise? Ouais. Ce sera à voir, mais c'est quand même une grosse information qui est sortie aujourd'hui. Puis chapeau au propriétaire qui a eu du courage de parler comme ça devant les médias, Mm. sans, sans se cacher, disons. Ouais, puis il est resté un peu après la conférence, puis ils n'ont pas arrêté la caméra. Ils continuaient à parler un peu aux journalistes, puis tu voyais que les journalistes, c'était vraiment, tu sais, c'était vraiment une discussion, c'était intéressant. Puis il est vraiment resté là, il a serré à la main à pas mal de personnes. Puis il est comme dit en quittant, j'espère que je ne le ferai pas trop souvent. Parce qu'il, tu vois qu'il est pas trop à l'aise en français, mais même en anglais, je le trouve quand même pas pire. Puis quand il est quitté, il dit, j'espère que ça n'arrivera pas souvent, mais faut que tu le fasses le X novembre. Ah, c'est vrai. En tout cas, j'ai trouvé ça quand même drôle. Alright. Repêchage 2024, les espoirs de cette cohorte-là. Aujourd'hui, on va parler d'abord de la Ligue canadienne de hockey. Pascal, tu nous as, en fait, tu nous produis des rapports hebdomadaires à chaque semaine Mm. euh, pour un peu couvrir les performances des espoirs, leur rendement, pour suivre un petit peu à l'œil, à l'écrit, comment les joueurs performent pendant la saison, sans nécessairement trop aller dans l'observation, parce que on va en venir dans le podcast, on va en venir dans nos Ouais, je rapports me répéterai un d'observation. peu plus. Je vais faire des rapports d'observation aussi. Fait que, tu C'est sais, ça. j'ai pas pu les dernières semaines à cause de maladies dans ma famille, là. Mais ça va revenir dès la semaine prochaine. C'est ça. Donc, vous pouvez les suivre là, sur le site de toutsurlehockey.com. Mais on va revenir sur, en fait, tes rapports hebdomadaires au niveau de la CHL. Chez les prospects 2024, qui, selon toi, Pascal, se démarque le plus actuellement au niveau des performances statistiques et au niveau des observations, évidemment? Dans laquelle ligue? Excuse-moi, j'ai eu quelque chose, puis il a fallu que je regarde. Dans la CHL. Dans la Donc, c'est CHL. la ligue que tu veux dans les trois. OK. Ben, tu sais, il y en a pas mal. Il n'y a pas de, mettons, de Conor Radar cette année au niveau de juste production offensive. Tu sais, il n'y a pas un Shaq que tu as regardé dernièrement. On a fait un game report à un de nos abonnés, si on veut, Patreon, qui ressort beaucoup offensivement cette année. Mais moi, personnellement, mettons, si mettons statistiquement au Québec, ben c'est vraiment les gars, les Bleuets, dans le fond. Les gars des Saguenay-Chicoutimi là, qui ressort pas mal plus dernièrement, comparativement au début de la saison. Thomas Desruisseaux et Maxime Massé, qui dernièrement se sont développé une chimie offensive qui fonctionne vraiment bien. Ils sont difficiles à arrêter sur la contre-attaque. En fait, Tom Desruisseaux, c'est un fabricant de jeu, un solide fabricant de jeu. Est-ce qu'il va être repêché cette année? Oui, fort possible, plus dans les rondes tardives, mais c'est un solide fabricant de jeu au niveau du junior. Puis Maxime Massé, très bonne intelligence hockey et excellent autour du filet. Et les deux, ça fonctionne tempête. Puis ça a pris quelques matchs avant que Maxime Massé retrouve sa touche de l'année passée. Alors, à cette heure que c'est retrouvé, ben, les Bleuets, les Saguenayens, sérieusement, ça fonctionne super bien. Bien content de voir ça, parce que je veux pas, je vais à l'Arena assez souvent, je pense que ça fait 5 fois, 10 fois cette année. Il y a un match ce soir, mais les gros noms sont tous au U17. Les gros noms, les recrues de cette année, dans le fond, sont tous au U17. Fait qu'il manque pas mal de joueurs. Puis on avait un podcast, donc je ne dérangeais pas pantoute de manquer le match. Mais c'est un beau spectacle. C'est une équipe qui est le fun à suivre, les Saguenayens, cette année, à cause de tous les noms de cette année, mais les noms de l'année prochaine aussi. Cette année, il y a vraiment juste 2 noms intéressants, mais il y en a 3 ou 4 autres qui sont quand même éligibles. Donc, quand même intéressant de ramasser des petites notes dessus. Mais les 4-16 ans sont vraiment le fun. Au sujet de Maxime Massé, tu me parlais peut-être d'une modification dans son utilisation chez les Sags versus au tournoi Linka. Ouais. Est-ce que tu crois que ça l'a peut-être affecté son jeu en début de saison?
Peut-être. Parce que moi, personnellement, tu sais, je me rappelle pas si j'en ai parlé dans un podcast ou si dans mon game report le concernant, mais Olinka Gretzky était utilisé comme un gars d'énergie qui prend les retours en avant du filet, qui va chercher les rondelles en fond de territoire, qui amène de la robustesse et qui fait dévier les tirs. Puis c'était vraiment efficace au Olinka Gretzky, vraiment, vraiment. Alors qu'avec les Saguenayens, il est utilisé plus en périphérie pour créer de l'attaque, pour utiliser sa vision du jeu. Mais moi, personnellement, même si je pense qu'il est capable, c'est vraiment pas utiliser ses caractéristiques à bon escient. Je pense que c'est vraiment un gars qu'il faut qu'il drive le net, qu'il faut qu'il trouve les espaces libres pour utiliser son lancer. Puis son jeu, sa récupération de rondelles est vraiment élite, là. Autour du filet, quand il y a 3 gars dessus, c'est lui qui va l'avoir. Puis des petites touches de rondelles, des fois, vraiment efficaces pour faire dévier ou créer un revirement en fond de territoire. Il est vraiment bon avec ça. Puis il n'est pas en tout utilisé comme ça. Puis ça me gosse. Et quand ils ont retrouvé leur chimie avec Thomas Ruisseau, eh ben, c'est parce qu'ils drivaient le net puis qu'ils trouvaient les espaces libres pour tirer au filet. Comme, j'aimerais ça voir lui comment qu'il se voit. Mettons, est-ce qu'il se voit vraiment comme un gars, pas d'énergie, mais un attaquant de puissance qui va jouer dans le trafic? Ou bien il se voit plus comme un fabricant de jeu, une pierre angulaire de l'attaque qui va contrôler la rondelle? J'aimerais vraiment ça, il pose la question, peut-être que ça va arriver, peut-être pas. Mais j'aimerais vraiment ça, avoir son avis à lui, s'il se voit plus comme Linka ou bien s'il se voit plus comme depuis le début de la saison avec les Sags. Il y a Guillaume dans le chat qui nous demande, parce que Marty du podcast La Relève mentionnait que Maxime Massé avait un des 5 meilleurs tirs du repêchage. Est-ce qu'on est en accord avec ça? Dans le premier tiers, c'est sûr. C'est pas nécessairement la puissance, même si c'est une bonne puissance, c'est l'arsenal, je trouve, qui est diversifié. Il peut te battre de loin, de proche, tir du poignet, tir voilé, tir frappé. Il y a vraiment un bon tir. Il y a vraiment un bon arsenal de tir qui peut battre les gardiens. Puis, encore une fois, c'est quelque chose que je dis assez souvent. Ce qui mettons, différencie les bons marqueurs des un peu moins bons, c'est quand tu t'éloignes pas des écrans, c'est quand tu vas les chercher pour les utiliser, puis c'est là, ça. Moi, pour ma part, à l'exception du Linka, j'ai pas regardé Massé en saison régulière encore. Ça s'en vient très bientôt dans ma to-do list. Mais je me souviens qu'au Linka, c'était le genre de gars, comme tu disais, que il était capable de se séparer de son couvreur dans l'enclave, puis de décocher un tir très vif, même si le bâton de l'adversaire était gênant, était dans ses jambes et tout. Fait que comme tu dis, c'est vraiment l'utilisation, oui, de l'écran, mais aussi l'adaptation à l'écran qui se présente devant lui, puis de gérer le bâton adverse. Mm. J'ai trouvé qu'il était assez bon pour faire ça au Linka. Est-ce qu'il est dans le top 5 des meilleurs tirs? Moi, je suis pas rendu à connaître suffisamment la cohorte pour dresser un top 5 pour les tirs. Mais Ben, tu sais, assurément, comme tu mentionnes, il va être dans le top tiers là, ouais, parce que des tu sais, francs-tireurs t'as du repêchage. Iserman, t'as Lev Shunov, qui ont des excellents tirs du poignet. T'as Celebrini qui se défend vraiment bien aussi. Là. T'as plusieurs noms qui ont des excellents tirs pour le repêchage. Donc, le mettre top 5 tout de suite, c'est boldy. Top 10, j'aurais moins de misère de dire oui, top 10. On verra. Alright. Si on poursuit avec la LHJMQ, on a eu des performances là, que tu nous as soulignées dans le rapport hebdomadaire. Oui. Des gars comme Félix Lacerte, Lou Lévesque, des espoirs des Cataractes de Shawinigan. Est-ce que c'est des cibles qu'on peut commencer à parler pour le milieu du Ouais. repêchage ou si des joueurs de centre de petits gabarits d'un point par match en LHJMQ? Es-tu des gars, mettons, qu'on pourrait parler plus vers la sixième, septième ronde et peut-être même des no-draft? Ouais, c'est le genre de joueur que peut-être que ça serait plus pour. Mettons qu'il jouait aux États-Unis, dans la USHL ou bien dans le Prep School. Peut-être plus des options pour les équipes nationales de hockey. Mais dans la CHL, dans la RJMQ encore pire, pas mal plus des joueurs qui vont passer le tour puis qui vont se faire repêcher l'année prochaine ou l'autre d'après ou juste jamais se faire repêcher puis se faire signer dans la ligne américaine ou la ECHL éventuellement. Un qui est petit mais qui est un peu plus intéressant, Justin Poirier, évidemment, et Alexandre Blais.
de l'Océanique de Rimouski. J'avais Je pas l'avais encore bien écouté. aimé, lui, l'année passée. J'avais pas Dommage encore qu'il se soit écouté. blessé. Ouais, j'avais pas écouté encore cette année, puis j'ai vu un match contre les Saguenayens. Puis Poirier, il y a une tendance à vraiment être invisible, puis à tricher, puis, mais quand même être une merde. Dans le fond, être vraiment tannant avec les équipes adverses. Blais, il y a tout ça, sauf qu'il est toujours visible. Ça n'a pas super bien été pour lui contre les Saguenayens, mais il a réussi à quand même se démarquer, puis j'ai vraiment pas détesté. Dominique Pilote aussi, euh, pas un mauvais joueur, il va falloir que je le regarde plus cette année. Il produit présentement, pas un mauvais gabarit, quand même un bon patin. Se démarque sur la glace contre les jeunes Saguenayens, mais je ne sais pas contre les grosses équipes si c'est le cas. Fait qu'il va falloir vraiment que j'augmente mes visionnements. Est-ce que ça va être tout de suite avant le mid? Non, je pense pas. Ça va être plus aux alentours pas le mid, du préliminaire, dans quelques semaines. Je pense pas, mais avant le mid, probablement que je vais avoir le temps d'augmenter mes visionnements. Fait que, on verra. Mais tu sais, pour la JMQ, attendez-vous pas qu'il y ait deux gars en première ronde, à part peut-être la voix, là. Deux gars en Ouais, première ronde. Il y a des bonnes chances que la voix soit en première ronde, mais tu sais, c'est pas un gros repêchage comparativement à l'année prochaine qui risque d'être vraiment plus intéressant. parle-moi de Thomas Lavoie, un défenseur qui commence à attirer un peu l'attention, là, justement, parce que, tu sais, depuis le début de la saison, on se dit, bon, Maxime Massé, première ronde, c'est pas mal établi. Par la suite, tu sais, Justin Poirier, peut-être, parce qu'il était au Linka et tout. Tu sais, Oublie c'est ça. un gars qui suit un peu le. Tu sais, depuis l'année passée, on se dit qu'il va être dans les peut-être les trois premières rondes et tout. Puis après ça, on se dit ah, la cohorte de la GMQ, après ça, pas bonne cette année. Puis c'est vrai, comme tu le dis, la cohorte et la GMQ, c'est pas de là à dire qu'elle est pas bonne, Manque de profondeur en esti. mais il n'y a pas, c'est ça, il y a pas beaucoup de profondeur. Puis tu sais, on le sait, on l'a mentionné là, quelques minutes seulement. Des petits joueurs qui font un point par match, tu sais, il y en a partout. Là, tu sais. Il y Fait en a à qu'à un moment pelleter. donné, c'est ça. Fait qu'il ne faut pas se laisser non plus influencer par ça. Mais Thomas Lavoie attire l'attention quand même depuis quelques temps. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de le voir à l'œuvre, Pascal. Euh, Écoute, je pense que c'est un match à date. Gros défenseur. Bouge super bien, solide dans toutes les trois zones. Fait que tu sais, c'est vraiment quelqu'un. Dans le match que j'ai vu, là, moi personnellement, j'ai pas regardé ce que les autres disent dessus. Mais par rapport à mes visionnements cette année, à l'année passée, la progression est vraiment intéressante. Puis ça, on aime beaucoup ça chez les défenseurs, la progression. Alors qu'un défenseur, mettons, d'une année à l'autre, va pas nécessairement éclore offensivement, mais juste d'être efficace partout sur la glace. Puis c'est ce que Thomas Lavoie me semble être. Donc, c'est ça. Lui, fort possible que je le regarde avant le préliminaire. Donc, je vais être pas mal plus en mesure de t'en parler peut-être plus la semaine prochaine ou l'autre d'après. Là. Mais oui, de ce que j'ai vu l'année passée, cette année, c'est un prospect pas mauvais. Thomas Lavoie qui joue pour les Eagles de Cabreton. 8 Yes. points en 16 matchs jusqu'ici. Défenseur de 17 ans, 6 pieds 4, 225 livres. Genre de frame que je risque très bien d'apprécier quand je vais être rendu à son nom sur ma to-do list. Ça devrait suivre bientôt. Moi aussi, j'aimerais ça le voir avant mon prélim, d'ici 3 semaines, dans le fond. Yes. Ça va vite, ça va vite. Les autres qui sortent des listes en octobre, en novembre, Ah, ben là, au début novembre, c'est comme, je sais pas comment ils font pour augmenter autant le nombre de visionnements. C'est d'avoir beaucoup de visionnements. Chapeau aux autres, sérieusement. Ah, ben, tu sais, on pourrait sortir un top 32 fondé sur deux trois matchs du Linka, puis ce serait ça, mais tu sais, on préfère sortir plus, puis en voir plus, en fait, Ouais, c'est ça. que pas assez. Là. Euh, mais voilà, si on poursuit avec la CHL, je nous amène cette fois dans la WHL cette année. Plusieurs gros espoirs, je trouve, dans la WHL. Tu sais, c'est pas nouveau non plus. Là. C'est une bonne ligue qui développe de très bons joueurs. Euh, J'aimerais ça qu'on ait une belle discussion sur Caden Lindstrom, un joueur que tu apprécies énormément, je pense. Est-ce que je me trompe même à dire que possiblement ton boy pour le repêchage 2024? Ah, ça, pour le boy, ça va être au préliminaire. Je vais pas te confirmer rien.
Mais oui, c'est un espoir que j'apprécie très fortement. Il coche quasiment toutes les cases. Tu sais, c'est un gars qui est physique, qui est responsable, qui va contrôler le jeu par moment, qui va aussi être capable de déléguer le contrôle de l'action sur la glace. Il y a un coéquipier qui s'appelle Andrew Basha, qui va être un avion de chasse en attaque. Puis les deux ensemble, sur l'avantage numérique, même à 5 contre 5, quand ils jouent ensemble, ça va super bien. Mais Lindstrom, son impact sur la glace, c'est pas juste d'être physique. Il peut aussi jouer la game offensive, défensive aussi. Je sais pas s'il est dans les meilleurs attaquants défensifs, mais personnellement, je le trouve vraiment excellent. Puis il y a un petit côté aussi il va parfois perdre un peu les pédales. C'est contre Ouais. quelle équipe? Je pense que c'est contre Yakimchuk. Contre Carson Yakimchuk. Il y a eu au début de la saison un match que les deux se gossaient non-stop, ces deux gros bonhommes, là. Fait que c'était vraiment intéressant à voir aller. Fait que non, il est direct dans ma palette, le petit Lindstrom. Puis le nom, c'est pas Lidstrom, c'est Lindstrom, mais c'est pas grave. Ouais, puis c'est pas Gustave, hein. Non, c'est pas Gustave, hein, c'est Caden. Non, c'est un joueur, moi aussi, je trouve que c'est un joueur qui est. Tu sais, t'as l'impression de regarder un joueur de la NHL dans le junior, là. Ouais. C'est pas mal Caden Lindstrom, là, Ouais, puis tu honnêtement, là. sais, mettons, là, tu sais, souvent, on compare avec Connor Geeky, qu'on aimait bien. Connor Geeky amenait pas la robustesse que lui amène. Il amenait pas même s'il était excellent pour appuyer, puis tout, il amène pas le même impact sur la glace. On dirait que Lindstrom, c'est encore plus. Fait Ben, que c'est pour ça que... c'est Connor Geeky servait de son gabarit pour profiter son offensive en protection de rondelle. Puis Caden Lindstrom va se servir de son gabarit dans toutes les facettes du jeu. Ouais. Fait que ça, c'est vraiment intéressant dans ce cas-là. Il est plus dur à affronter, selon moi. Quand t'arrives dans le coin de la patinoire, c'est Geeky qui arrive, ça va être tough, pas tant que ça. C'est Lindstrom qui arrive, c'est comme, ah, fuck! Ouais, parce que tu le sais qu'il te lâchera pas. Exact. C'est ça l'affaire. Puis il y a le gabarit, il y a la force physique pour justement pas te lâcher. Puis il y a la finesse aussi. Bref, il y a toutes les cases, puis je suis sûr qu'il va se ramasser très haut dans plusieurs listes. Assurément. Son coéquipier, moi, me plaît énormément. Andrew Basha. Euh, moins, moins professionnel dans son style de jeu. Oui. Beaucoup moins. Ouais. Mais moi, j'aime vraiment, tu sais. Oui, il est plus risqué, mais j'aime les risques qu'il prend parce qu'il a le talent de le faire aussi. Tu sais, moi, j'ai vraiment. Pour vrai, je me demandais si j'allais mettre Basha avant Lidstrom, puis après ça, ben, c'est à force de regarder des matchs que j'étais comme non, tu sais, je peux pas aller là, là. Mais moi, Basha risque d'être quand même haut là, sur ma liste, honnêtement. Tu te ferais bâcher. Excusez. Aïe, aïe, aïe. Ben. C'est lourd, tout ça, ce podcast-là. Non, pour vrai, tu sais, j'aime vraiment la rapidité des mains à Basha. J'aime comment il va camoufler ses intentions. Tu sais, c'est pas un gars qui est très linéaire dans son patin. Je trouve qu'il est capable d'attaquer des bonnes allées entre les défenseurs. Tu sais, oui, des fois, il va avoir tendance à faire la fameuse feinte de trop. C'est un petit peu tannant. Mais en même temps, il est quand même assez hargneux, je trouve, sur la patinoire. Que, tu sais, si, mettons, il échappe la rondelle ou il y a une perte de possession, il va aller travailler pour aller récupérer de nouveau la rondelle. Ça, j'haïs pas ça dans son jeu, Ouais. honnêtement. Non, c'est pas quelqu'un qui lâche. En défensive, il va tricher. Puis il est assez faible physiquement. Mais en offensive, c'est pas pantoute un gars lâche. Il va quand même récupérer la rondelle. Il va en fond de territoire. C'est pas quelqu'un qui va qui va se relayer juste sur les autres, là. Et c'est quelqu'un qui est quand même capable d'appuyer quand même fortement l'offensive puis de garder la défensive adverse sur les talons. C'est ça qui est intéressant avec lui beaucoup. Puis j'aimerais ça que tu me parles d'un certain McKenna. T'es capable? Sérieusement, il y a un bon avantage au premier choix, lui, hein? Ouais, ah oui. C'est un excellent joueur. Gavin McKenna, pour ceux qui ne connaissent pas. Si vous êtes abonné à CHL TV, jetez-y un coup d'œil.
présentement, mettons, on parlait de Basha comme un gars qui a vraiment de très bonnes mains, qui attaque la pression, qui s'en va attaquer les espaces. On parlait de Caden Lidstrom qui a un style de jeu assez professionnel, bon dans pas mal toutes les facettes du jeu. Prenez tout ça, prenez ces deux joueurs-là, Gavin McKenna. Puis en plus, je pense que c'était en 2026, le McKenna. Ouais, c'est un 2026, Ouais. de mémoire. Puis ma mémoire peut faire défaut assez souvent, là. Mais Il y a 20 en 14, 5 et 11, 165 livres. Il y a 15 ans. Là. il y a encore du room pour grossir. Puis, c'est un gars qui est capable de changer l'allure d'une présence à la patinoire à lui seul. Ce que Lidstrom est capable, mais un peu moins. Pas de la même façon. Mais pas de la même façon, mettons. Exact. Il va avoir un impact positif sur le chiffre, mais c'est pas lui qui va, mettons, revirer de bord un peu le momentum en une simple possession de rondelle. Non, Basha est un petit peu capable, mais ça va possiblement finir en revirement ou en loose puck. Là. Mais tu vois, McKenna, lui, il est capable. Il est capable d'être fiable et électrisant en même temps. Là. Fait que Ah ouais, puis l'année passée, il a fait 18 matchs. Il a fait 18 points en 16 matchs. C'est pas mauvais. On va se le dire. Là. Fait que évaluation finale, il est bon. Il est bon. C'est un scout, mais il est bon, il est bon. On continue dans la WHL. T'sais, on en a parlé un petit peu là, de Tarek Parachak. As-tu eu l'occasion de le voir depuis qu'on a parlé de lui dans le podcast? Ouais, je vais dans le même sens que toi pour lui. J'ai pas beaucoup de visionnement encore, mais je trouve pas que sa fiche est très révélatrice de son talent. Est-ce que ça pourrait faire en sorte qu'il soit repêché assez tôt dans la deuxième ronde? Fort possible, mais je trouve qu'il y a beaucoup de risques rattachés à son talent pour transposer son jeu chez les professionnels. Il va falloir vraiment beaucoup qu'il améliore son patin, qu'il améliore son implication, son jeu dans les trois zones, puis c'est pas gagné. Un autre qui attire notre attention de plus en plus. Moi, je l'ai regardé pour l'instant en croisé, si on veut. C'est en regardant justement Tarek Parachak quand ce joueur-là que je vais nommer sous peu embarquait sur la patinoire, je continuais de regarder les présences. J'avançais pas non plus pour revoir Parachak. J'en profitais pour voir cet attaquant du Rocket de Kelowna, Tige Iginla. Yep. Tige, je ne sais pas comment le nommer encore. Mais le fils de Jérôme Iginla, qui, moi, personnellement, m'a beaucoup plu. Là, pour vrai, il faut que je rajoute quelques visionnements, mais je serais pas surpris qu'il se taille une place dans mon top 32 au préliminaire. Un gars qui est capable d'être étiqueté comme un power forward, à mon avis, là, rapide là, comme ça. Là. Je trouvais qu'il utilisait bien son gabarit pour les batteurs le long des rampes. Je l'ai vu donner quelques coups d'épaule franchement bien placés. Puis un tir très, très, très bon. Là. Honnêtement, moi, les matchs que j'ai regardés, il se démarquait beaucoup par son tir. Euh, Fait que quand tu me dis qu'un joueur a de la puissance et est capable de marquer des buts, ben là, ça devient intéressant pas mal là, pour, Des belles pour mes causes. observations. Oh, oui, ça coche des belles cases, à mon avis. Oui, j'ai eu aussi l'occasion de le regarder l'année passée puis cette année. Et il y a une belle progression. Bon, il fait pas mal plus confiance avec le Rocket là, de Kelowna. Donc, pas mal plus intéressant de ce qu'on voyait l'année passée. Puis il répond aux attentes. C'est sûr qu'il y a un excellent junior avec lui, avec le Rocket, là, qui lui refile la rondelle ou bien qui va compléter ses jeux. Mais C'est je sûr que trouve quand que. tu joues en powerplay aussi avec Andrew Crystal, tu sais, veux pas, ça aide. Là. Crystal, il est capable de manœuvrer pas mal. Puis Ouais, dans le de junior, passer il en est vraiment rondelle. excellent. Crystal, fait qu'il n'y a pas de problème. Fait que, non, moi aussi, je suis vraiment content de son début de saison. Puis s'il continue comme ça, avec le profil d'attaquant qu'il a, puis l'ADN aussi, là, on va se le dire, c'est un des greats, là, Ginla, quand même. Là. Un des bons leaders, le, le profil typique d'un joueur d'attaquant puissance, c'est lui, là. Un attaquant puissance, c'est vraiment Jérôme Ginla. Donc, si son fils est un peu similaire, c'est sûr que les GM vont aller bedane, vont vraiment adorer ça. J'aimerais ça que tu me parles, Pascal, de Ryder Ritchie.
C'est un gars que j'ai terminé de faire un Game Report ce soir, justement. Game Report prêt à être livré, tout. Euh, je suis curieux de t'entendre. Je sais pas si tu l'as vu beaucoup en action depuis le début de la saison. Euh, Es-tu d'accord que c'est un espoir qui est plutôt... Comment je pourrais dire ça? J'ai le mot mid en tête, mais moi, l'année passée, il m'avait vraiment impressionné. J'avais aimé le package de ce gars-là. Puis on dirait que plus je le regarde, plus j'ai de la misère à trouver des qualités élites dans son jeu. Ouais, il était bon cet été au Linka. Il a un style quand même assez intéressant, mais je trouve qu'il fait tout le temps la même chose sur la glace. Attaque tout le temps de la même façon. Va tout le temps faire les mêmes feintes. Va trop garder la rondelle. Puis je suis d'accord avec toi. Je pense qu'il n'y a pas le meilleur début de saison à la hauteur de son talent, parce qu'on le sait qu'il est talentueux, là. On le sait. Mais on dirait que je sais pas comment ça fonctionne en ce moment dans sa tête, mais ça fonctionne pas. Il va falloir qu'il change sa façon de faire sur la glace parce qu'il va dropper toute la saison si ça continue comme ça pour se rendre en deuxième ronde. Donc, je croise les doigts pour que ça reprenne en main, mais je suis d'accord avec toi que en ce moment, je sais qu'il est haut, je pense, dans la liste à Marty de Podcast La Relève. C'est bien correct. Mais moi, il me déçoit dans le fond. Il répond pas à mes attentes en ce moment. Puis c'est pour ça qu'il va probablement être plus bas dans ma liste que mon top 10, mettons, comme Marty. Ce que j'ai remarqué, puis tu sais, j'irai pas dans le détail nécessairement parce que tu sais, j'envoie un game report sur lui à un de nos membres, mais Ouais, c'est pour ça qu'on va pas con- en profondeur. contextuellement parlant, je trouve que ça fit pas avec les Raiders présentement, là. Tu sais, il y a des matchs que je l'ai regardé, c'est deux coéquipiers, c'est des attaquants plus défensifs qui jouent sur le piqué également. Fait que c'est un peu Richie qui est censé traîner ces gars-là, puis il n'est pas en mesure de le faire. Puis on l'a même bougé sur trois trios différents dans Ouais, il un a joué même pas mal de match. monde, c'est vrai. Contre Moose Jaw, le plus récent match, justement, je pense que c'était là quelques jours. Euh, tu sais, Moose Jaw, c'est une bonne puissance, là, puis les Raiders n'étaient pas dans le coup, là. Tu sais, Richie s'est promené de trio en trio. Il s'est retrouvé sur un trio avec Dubé puis Chénier. Chénier qui a 16 ans, je pense. Mhm. Fait que, tu sais, c'est ça, là. On dirait qu'il y a comme de la misère à s'exprimer totalement là, dans cette équipe-là. Puis, Dubé est pas mauvais, mais c'est ben, pas. Il ouais, mais devrait pas tu sais, jouer là. tu vois, c'est particulier parce que tous les matchs des Raiders que j'ai regardés, je trouvais que Prince Albert était pas tant bon, là. La Mhm. cohésion était pas là. Je suis Tu sais, d'accord. puis je me disais, forcément, ça doit avoir un lien avec les performances un peu décevantes de Ryder Richie. Puis je suis allé voir leur fiche, ils n'ont pas une fiche si dégueulasse, ils sont en haut de 500 pourtant, tu sais. Fait que est-ce que c'est le manque de confiance, de constance dans l'équipe? Probablement, là. Euh, mais bref, ça va être à suivre parce qu'effectivement, ça pourrait être un gars qui chute là, pendant la saison s'il ne se replombe pas. Tu sais, moi, j'aime sa vision du jeu. Tu sais, je trouve qu'il cible bien les espaces puis il les exploite bien, mais tu sais, il est trompeur parce qu'il a des bonnes mains, mais en même temps, je suis capable de prédire 8 ans à l'avance quand il va tirer. Fait que, tu sais, c'est ça. Ouais, c'est un peu. Comme je dis, il fait tout le temps la même chose, je trouve. Il fait tout le temps la même affaire. Il attaque tout le temps le même corridor pour faire ses entrées de zone, surtout en avantage numérique. Puis, je sais pas, j'ai la misère un peu avec son début de saison. On se tourne dans la OHL. Hmm. Euh, Puis je veux attirer aussi, je veux qu'on reparle là, de ton texte concernant Sam Dickinson, euh, défenseur des Knights de London dans la OHL. Puis là, ben, on va venir en parler avec un défenseur qui évolue aux États-Unis, Artyom Levchunov. Mais est-ce qu'on peut dire que Sam Dickinson est le meilleur défenseur de cette cohorte-là? On en a déjà parlé dans le podcast. On a pu ajouter des visionnements à nos échantillons. Euh, Est-ce que, puis je vais un peu prendre la question de Cédric Lorrain sur Patreon, je vais la modifier un peu, mais est-ce que Sam Dickinson est un meilleur défenseur qu'Artyom Levchunov, comme ton texte le laissait sous-entendre, ou on oublie complètement Adam Yerichek dans l'équation au sujet du meilleur défenseur? Madame Lirichek, il est vraiment loin.
Je l'ai regardé à plusieurs matchs. Puis, tu sais, le nombre de revirements, le nombre de mauvaises lectures qu'il fait dans la meilleure ligue de République tchèque. J'ai bien de la misère avec ce qu'il fait. Et tu vois qu'il y a de la puissance, il y a un bon patin, il y a des bouts qui vont pincher, qui vont vraiment bien anticiper le jeu. Mais alors que d'autres fois, ça fait dur, puis il n'est pas capable de vraiment ressortir offensivement, contrairement à son frère, qui, même s'il avait des problèmes de IQ, selon moi, qui a encore, était capable de ressortir offensivement. Lui, je trouve que jamais, même en relance, il n'est jamais capable de ressortir. Je trouve qu'il manque, il n'a pas nécessairement un très bon début de saison. Mais contre les gars de son âge, ça va super bien pour Check. Fait qu'il va falloir que vraiment, quand il va jouer à l'international, que je garde ça à l'œil parce que ça va probablement plus me donner un peu le meilleur read, dans le fond, sur son jeu. Mais Sam Dickinson versus Lev Shunov, c'est parce que Lev Shunov, depuis, mettons, c'est pas longtemps, mais depuis Lane Hudson, je trouve que c'est le joueur, défenseur le plus divertissant à regarder jouer. Je suis tout le temps bien crampé positivement quand je le regarde jouer parce qu'il n'a jamais peur. Jamais, jamais peur. 2 séquences de suite, 3 contre 5. Son équipe est à désavantage numérique. C'est lui qui va être en échec avant pour aller, pour aller déranger l'adversaire. Ça n'a aucun rapport que ça soit ça. Mais ça fait quand même du sens sur comment l'action se déroule. T'sais. Puis offensivement, il faut vraiment que les attaquants, ses coéquipiers, dans le fond, soient vraiment alertes sur la permutation pour pouvoir le backer, pour pouvoir voir qu'est-ce que lui fait. Sinon, il va juste utiliser son lancer puissant vers le net. C'est vraiment un joueur intéressant pour une équipe qui est prêt à travailler avec lui. Puis il n'est pas si loin de la nationale de hockey parce qu'il y a le physique, il y a le patin, il y a la puissance. Il reste juste un peu à être coaché. Mais est-ce que tu veux le coacher tant que ça? Est-ce que tu veux le laisser aller dans la Ligue nationale moderne ou pas? Ça va dépendre de l'équipe. Moi, j'ai mon idée, c'est le Canadien qui les repêche. Là. Mais tu sais, un peu le même problème, mettons, que Mailloux, mais ajoute de l'intelligence à Mailloux, puis une capacité à jouer physique. Moi, Sam Dickinson, c'est un gars que à chaque fois qu'il prend son élan vers l'avant, je me dis tout le temps, ah, c'est vrai, il est rapide, il est explosif. Ah ouais. Parce que c'est un gars qui contrôle bien ses accélérations, tu sais. Il accélérera pas pour rien, il accélère, tu sais, des fois, là, le syndrome d'accélérer vers la zone offensive, puis finalement, tu te rends compte que tu as trop accéléré, puis ton positionnement est zéro efficace. Là. Yeri Ben, Check. Les oui. frères. Oui, Yerichek, il s'en va se perdre un peu dans le fond de zone, puis il devient même plus une option. Fait que là, il est pogné pour retourner à bleu, puis il a zéro dans le fond, contribué à l'offensive. Là. Mais c'est ça, moi aussi, je me surprends toujours quand je le vois décoller. Là, c'est une fusée, là, honnêtement. Là, puis il y Il a le est gabarit en agile. plus. Ouais. C'est pas juste la ligne droite. Il est capable de véhiculer, de vraiment, vraiment bien. Mais ouais, je cherche mes mots à soir. Circuler. Circuler, c'est fluide. C'est très fluide. Si on prend le parallèle avec Lev Shunov, là, parce que c'est ça, tu as fait un texte là-dessus, qu'est-ce qui fait en sorte que Dickinson va être supérieur? Parce que là, on a parlé de Yerichek, mais qu'est-ce qui fait en sorte que Dickinson va être supérieur à Lev Shunov, un autre défenseur qui est quand même assez en vue pour le repêchage 2024? Ben, comme je disais, Levchinov, il est vraiment divertissant à regarder jouer, son tir, sa mobilité et tout. Mais Dickinson, peut-être pas divertissant, peut-être pas aussi potentiel offensif aussi éclatant, mais la progression depuis l'année passée, il était plus un gars de deuxième paire, derrière Bank, derrière Mailloux, plus des droitiers, là, mais derrière plusieurs défenseurs qui jouent sur l'avantage numérique à sa place. Là, cette année, c'est le premier gaucher dans l'équipe. Il va jouer sur le premier piqué certains soirs, sur le premier avantage numérique aussi, puis il répond vraiment bien aux attentes. C'est un spécialiste de défensive, à mes yeux. Pas le gars le plus physique, mais quand même capable de séparer le gars de la rondelle par sa puissance. Détesterais pas qu'il soit un peu plus chien sale devant le net, mais ça, c'est pas grave. Ça s'apprend avec tes années.
Mais pour sortir la rondelle, pour absorber la pression, s'évader, faire la bonne première passe ou juste aller en attaque, faire un petit stop and go avec un attaquant qui attend sur le bord de la bleue, tu lui donnes, tu vas loin en territoire adverse pour faire une bonne contre-attaque, un bon surnombre. Il est excellent là-dedans. Je trouve qu'il calcule vraiment bien ses attaques, ses montées. Puis ça fait juste s'améliorer de match en match. Puis même par rapport à l'année passée, il fait juste confirmer son statut, selon moi, de meilleur défenseur two-way. Maintenant, une équipe de la Nationale de hockey, est-ce qu'elle va préférer le profil de Lev Shunov qui peut voler un match, ben pas un match, mais complètement dominer une présence, ou bien va plus préférer Dickinson qui va vraiment bien stabiliser ton corps défensif? Ça va dépendre, mais pour moi, les deux sont des défenseurs de première paire. Différents. Il y a Guillaume qui nous demande Anton Silayev là-dedans. C'est pas lui le meilleur? C'est une Non. licorne, c'est la meilleure licorne. Ben, honnêtement, c'est ça. On en a déjà parlé dans le podcast, puis on pourra y revenir éventuellement, mais Anton Silayev, c'est le projet qui est intéressant. Oui. Je me mets à la place d'un recruteur. J'ai un espoir à vendre à mon organisation. J'ai confiance au personnel de développement. C'est un gars que je pourrais apporter à la table sans problème parce qu'il y a des outils intéressants. Il y a le gabarit, il y a la mobilité. Rendu là, le reste, est-ce qu'il est coachable? Est-ce que c'est un joueur qui est coachable? Ben ça, les recruteurs, ils le savent, ils rencontrent les joueurs. Mais à ce moment-là, si tu es capable de certifier que Silaev, c'est un gars qui est très coachable, mais avec les habiletés qu'il a, je pourrais comprendre qu'une équipe le prenne en haut du repêchage. Cela dit, nous, on n'a pas ces données-là. Silaev, on n'aura pas d'entrevue. Breaking news. TSLH Podcast n'aura pas d'entrevue avec Silaev cette année. Puis, tu sais, on peut pas, mettons, suivre. On n'est pas de même, on suit pas la tendance. La Non, tendance qu'il est haut, il est 9e sur Bob McKenzie, mettons, ben, tu sais, Proudman, 2, 3 ou 4e, peu importe. Ben, on s'en fout. Tu sais, c'est pas. Eux autres, ils regardent les matchs qu'ils regardent ou ils parlent aux personnes qui parlent, mais nous, sur la glace, on regarde, c'est beaucoup de lacunes pareil. Beaucoup de red flags, on ne sait pas si ça va fonctionner quand il va transposer son jeu. Fait que c'est sûr qu'on peut pas le mettre dans le top 5 de nos listes par rapport à ce qu'on regarde. Mais comme tu dis, je peux comprendre un recruteur qui met son point sur la table puis qui le veut parce que c'est un gars de 6 pieds 7 qui patine comme le vent. Il me fait penser un peu. Simon Edvinson, j'avais plusieurs points d'interrogation sur lui parce que niveau offensif, je le voyais pas nécessairement en Suède. Je le voyais pas beaucoup. Puis niveau physique non plus. Puis dans les 2 dernières années, quand même capable de créer de l'offensive, amène beaucoup de mobilité et pas mal plus physique qu'il l'était. Puis moi, puis ça, c'était une grosse lacune qu'on pointait à oui, son année repêchage, là, son fait que t'es comme. incapacité à jouer physique. Là. Fait que je suis vraiment content qu'il démontre qu'il y a eu plusieurs gains dans ces catégories-là. Selayev, même affaire. Mais lui en défensive, il y a vraiment beaucoup de difficultés, je trouve, par moment. Je trouve pas qu'il est rock solid dans sa zone. Je trouve qu'il y a beaucoup il laisse beaucoup de joueurs passer, mettons. Il va les oublier complètement dans sa couverture. Puis ça va laisser des attaques au filet. J'ai pas regardé dans les 2 dernières semaines. Parce que je la regarde souvent à cause de Konyoshkov, de Artamonov, puis aussi des overagers qu'il y a dans l'équipe. Mais c'est ça. Fait que ça, c'est un. Il sera pas dans mon top 10, mettons. Au prélim. Je peux comprendre. Mais moi, il ne sera pas là. Ben, parlons-en des espoirs de la Russie, Pascal. On parle de Silayev, puis moi, je conclurais un peu le point Silayev par. On le rencontrera pas cette année. Est-ce qu'il va y avoir des informations qui vont circuler comme quoi c'est un joueur qui est très coachable, qui a une très bonne éthique de travail? Peut-être, puis ça pourrait changer l'opinion ou pas. Ça va vraiment dépendre de ses performances sur la Il y a un excellent patinoire. coach. Dans un bon Pardon. programme. Dans un bon programme, il y a un excellent coach, Igor Larionov. On connaît Konyoshkov, mais Torpedo fait beaucoup confiance en ses jeunes. Fait que j'imagine qu'il ne garderait pas un jeune qui n'est pas coachable. Fait qu'on peut penser que c'est ça, mais on ne peut pas le confirmer.
Puis si on voit une progression notable dans son jeu cette année, ben déjà, ça va nous indiquer, avec la donnée qu'on sait qu'Igor Larionov fait confiance aux jeunes, comme tu disais, c'est un très bon coach. Ben, si Silaev, il y a une belle progression pendant la saison jusqu'à la fin de l'année, ben, ça va être un indicateur pour dire, OK, tu sais, oui, c'est un projet, oui, il y a des habiletés, il y a des lacunes, mais ces lacunes se sont améliorées pendant la saison. Ce que je ramène à David Jiricek, que c'était pas le cas à son année repêchage. T'sais, moi, Mm. Silaev, défensivement, je revois beaucoup de David Jiricek à l'époque. Un gars qui n'est pas capable de reconnaître les situations défensives, de reconnaître quel joueur il doit couvrir dans la zone, Il va être en reconnaître code les 2 lignes de souvent. passe. Fait que, tu sais, Jiricek, à son année repêchage, au prélim, on l'avait classé bas, puis, mais en disant, je reconnais que offensivement, il a une qualité élite en son tir. Je reconnais que offensivement, il peut être une menace quand il décide de monter à rondelle, mais ses lacunes sont là. Ses lacunes sont très, très, très visibles et très nuisibles sur le jeu. Puis au prélim, on disait, on va surveiller ça pendant la saison, s'il est capable de grimper au classement. Il n'y a eu aucune progression à ce niveau-là pendant Il y a l'année. une blessure aussi, là. Puis il y a eu une blessure, ça n'a pas aidé. Là. Mais tu sais, au final, il n'a pas monté dans la liste. Mais est-ce que Silaev va être capable de faire l'inverse, de monter une progression dans ses lacunes? Ben, je demande pas qu'il soit un candidat au défenseur de l'année défensivement. Là. Non. C'est pas ça. Là. On veut voir. Là, tu pars du point, exemple, -5 en défensive. Es-tu Mm. capable d'arriver au -3, Ouais. -2? Au moins me montrer une progression. Pour me dire, écoute, tu es capable de progresser dans tes lacunes. Puis en plus, tu es un projet, tu as des habiletés. Écoute, là, à ce moment-là, il va peut-être avoir plus d'arguments pour le monter dans une liste. Mais Mm. c'est ma philosophie à moi. Là, On est pas mal toutes la même un peu, là. On veut voir la progression. C'est exactement ça qu'on veut voir. Puis il joue tellement qu'on espère que ça arrive. Parce que Puis ça arrivait avec Artamonov. Artamonov, c'est de match en match, est meilleur. ouais, puis tu sais, il va avoir les opportunités. C'est ça qui est le fun. Ce Mm. sera pas un espoir qui va jouer 4 minutes en KHL. Non, non, comme Konyushkov l'année passée, quand il a commencé, il jouait 14, 13, 15 minutes. Puis à chaque bout de saison, ça augmentait tout le temps. Après ça, hop, avantage numérique, désavantage numérique. Cette année, il est premier partout. Puis, pas qu'il produit à fond, il a eu des grosses blessures dans l'équipe, mais il est excellent. Puis, on y fait confiance, puis ça paraît, même s'il a juste 20, 21 ans. Fait que je m'attends à ce que Silaev, ça soit un peu la même affaire. Mais est-ce qu'elle va se résulter en un contrat de 3 ans avec son équipe? Ça se pourrait. Ça serait pas si grave que ça, parce qu'il joue. Ah oui, exact. Tu as parlé de Nikita Artamonov, un joueur que tu apprécies énormément. Seb aussi, il l'aime beaucoup, je pense. Je l'aime bien aussi. Bien aimé mes visionnements du jeune russe. Parle-moi-en, Pascal, à quoi on peut s'attendre de ce joueur-là en général, à ce stade-ci de la saison. Là. Il me fait beaucoup penser à Lekonen au même âge, en fait. Tu sais, Lekonen, t'as peut-être un peu plus troisième trio style, dans le fond, plus physique, un peu plus, en tout cas, plus énergique, mettons. Mais lui, il a commencé la saison, c'est ça, sur le troisième trio. Il a été mis sur le premier trio assez rapidement. Pas juste l'avantage numérique. Là, il y a du temps sur l'avantage numérique. Il est utilisé souvent comme lui qui va diriger l'avantage numérique, même si, surtout depuis que, comment il s'appelle, Kovalenko s'est blessé. Je sais pas s'il est de retour, mais je sais qu'il s'est blessé aux alentours du 30 septembre. Puis il était capable de vraiment bien tirer son épingle du jeu. Il est capable aussi d'avoir plusieurs rôles. Il est capable d'être le gars d'énergie qui va dans le fond de territoire voler les rondelles, capable d'être lui qui va aller en avant du net, qui va driver le net, et capable aussi d'être plus en périphérie pour créer de l'attaque. Il est très mobile. Il va utiliser les défenseurs et ses coéquipiers pour faire des grosses permutations. Moi, ce que j'aime beaucoup, les permutations. J'aime vraiment beaucoup des joueurs qui ont une bonne chimie puis qui peuvent faire n'importe quoi sur la glace puis qui va toujours être backé. Ça prend du temps, ça prend de la chimie, ce qui n'est pas que les Canadiens de Montréal en ce moment. Mais quand ça arrive, Artamonov et Konyushkov sont vraiment bons là-dessus. Ils vont vraiment souvent changer de position le long de la bande puis sur la ligne bleue pour créer l'offensive puis influencer le corps défensif.
Puis Artamonov, je trouve qu'il est capable de faire ça. Puis ça me montre que sa fiche est quand même intéressante. Mais elle pourrait être encore plus élevée parce que sérieusement, il pogne des poteaux vraiment souvent, mais des petits cafouillages, ça arrive, c'est normal, il est jeune. Mais je pense que son potentiel offensif est pas mal plus élevé que ce que je peux penser. Fait que j'ai hâte de voir sa saison, sérieusement. C'est un des espoirs que j'aime le plus regarder cette année. Pas parce que c'est un gars élite. C'est juste, à chaque fois que tu le regardes jouer, c'est comme, tu sais, il est bon. Il est vraiment bon, puis c'est une bonne ligue. La KHL, c'est le fun à regarder, je trouve. C'est vraiment une ligue, peut-être c'est une ligue professionnelle, c'est une des meilleures au monde, là. Mais tu sais, comparativement, mettons, à la ligue américaine, il y a plus de chimie, je trouve, mettons. C'est moins physique, c'est quand même défensif, mais c'est vraiment le fun à regarder les meilleures équipes. Parce que, comme l'Alda, c'est pas tant le fun à regarder, là, mais tu sais, Sochi, c'est fun, l'Armée Rouge, tout. Fait que, je suis juste content de voir Torpedo et tous les jeunes qui ont de regarder les matchs. Moi, tu vois, dans le cas d'Artamonov, euh, oui, les permutations, c'est une chose. Je trouvais, par exemple, que cet aspect-là venait plus du fait qu'il était capable d'anticiper et que c'est un joueur qui est très intelligent sur la patinoire. Tu sais, je me notais dans mes choses qu'il ciblait souvent la deuxième action à faire. Fait que, tu sais, mettons, tu as la rondelle ou même sans la rondelle. Tu as une action qu'il faut que tu fasses, puis lui, il est tout le temps déjà rendu à deuxième en faisant la première comme il faut. T'sais. Ouais. Mais ça, je trouvais que cette anticipation-là rentre dans le IQ hockey, Ouais. rentre dans la reconnaissance justement du positionnement de ses coéquipiers, donc les permutations. Mais j'attribuerais pas nécessairement ça à un bon coup de patin. Puis je dis pas qu'Artamonov n'a pas un bon coup de patin, mais ce que j'aimerais Il y a voir, un c'est bon plus de moteur, mettons. c'est ça. Il y a un bon moteur, mais moi, j'aimerais ça le voir varier ses vitesses un peu. Tu sais, il y a toujours la pédale dans le plancher. On Je peut pas y comprends ce que tu veux reprocher ça. dire. On peut pas y reprocher ça. Il y a toujours la pédale dans le Ouais. plancher. Tu sais. Il est très intense. Mais il y a des fois de la misère à se séparer de son adversaire avec la rondelle, quand lui il a la rondelle. Parce que les 10-15 secondes avant, il y avait la pédale dans le plancher. Fait que peut-être qu'un meilleur dosage. Méthode dosage. Hey, c'est dur. Ainsi, Par... pensant à l'univers dosage. c'est dur de parler du nez. Maudit rhume d'automne. Un meilleur dosage d'énergie. Et je pense qu'il serait plus en mesure justement d'être efficace dans son patin. Tu me parles de ça, puis en effet, ça me fait penser un peu à Adam Sikorer, à son année de Oui. repêchage. Ouais, ben, hey, pour vrai, je pense que je me suis pris exactement cette même note-là. Au début de la Meilleur saison, dosage surtout, dans là. l'énergie. Ouais. Au début de la saison, surtout, parce qu'au début de la saison, je le voyais vraiment plus comme un gars de troisième trio, mettons. Puis là, à mesure de regarder jouer, qu'il y ait plus d'impact offensif, puis plus de confiance de son entraîneur, je vois qu'il y a plus de potentiel de deuxième trio. Puis c'est vrai qu'au niveau de la vitesse, il est vif, puis il a un bon moteur, mais il pourrait mieux l'utiliser. Puis tu as entièrement raison là-dessus, sérieusement. Puis c'est peut-être ça, justement, qui limite pas sa production, mais mon appréciation, mettons, mais mon évaluation pour le long terme, à le voir plus haut, vraiment assuré top 6 au lieu de middle 6. Là. Fait que, non, très bonne évaluation, cher confrère. Puis j'aime ta comparaison avec Lekonen parce que dans mes notes, je me suis dit qu'il n'y avait pas un mauvais tir, mais qui était très prévisible puis qui lançait souvent sur le gardien. Ouais, quelques tirs dans le logo, là. Mais tu sais, c'est comme, à cet âge-là, t'es content d'avoir un tir. T'es content d'avoir eu le synchronisme pour être capable de diriger un tir dans le KHL sur le gardien de but. Mais éventuellement, tu vois qu'il utilise un peu plus son arsenal un peu plus diversifié. Fait que, tu sais, c'est juste la confiance, c'est juste que ça aille moins vite un peu dans ta tête, mais sur glace. Là. Fait que, tu sais, ça va venir, mais tu sais, c'est ça. Ça fait vraiment penser à Lekonen, ce joueur-là. On verra bien. Toujours chez les espoirs en Russie, Igor Chernyshov, un joueur que j'ai commencé à regarder pour la production d'un Game Report, justement. Euh, c'est pas un joueur qui me fait triper tant que ça, je dois t'avouer. Je sais pas c'est quoi ton opinion sur ce joueur-là, mais moi, présentement, je sais pas. J'ai C'est juste 3 matchs de vue, là, fait que c'est pas...
c'est pas assez pour faire un constat suffisant pour mon prélim encore, mais j'accroche pas encore. C'est un joueur qui il est vraiment solide, mais ça fonctionne pas avec ses coéquipiers en ce moment. Je trouve qu'il n'y a pas de chimie. Il y a beaucoup de cafouillage, il y a beaucoup de manque de finition. Parce que sa vitesse, ça y prend du temps avant de l'atteindre, mais est quand même correct pour le genre de joueur qu'il est, pour l'instant dans la MHL. Niveau défensif, je trouve qu'il est solide. Offensif, sa gestion de la rondelle est bonne. Mais il y a tout le temps quelque chose qui fait en sorte qu'ils ne sont pas capables de marquer. Puis il y a de la misère à produire depuis le début de la saison, alors que ça ne devrait pas être le cas. Il devrait être plus physique qu'il l'est. Il démontre quand même du, euh, du caractère par moment. Mais j'ai beaucoup de misère avec sa saison à date. Parce que c'est un gars que je connais par rapport à l'année passée. Puis qu'on a regardé, moi, puis Simon Saint-Laurent, dans une vidéo d'observation que les membres Patreon, pas les élites, mais les Point Scouts ont accès. 1 heure de jasette entre moi et Saint-Laurent pour regarder des matchs de Chernyshov. Et il y a beaucoup de problèmes avec son début de saison. Puis ça fait un petit bout là, que je ne l'ai pas regardé jouer. Je pense que depuis la mi-novembre. La mi-novembre, dans le futur. Je pense que ça fait 3 semaines que je ne l'ai pas regardé jouer. Puis j'espère que ça va finir par débloquer parce que il va dropper dans ma liste alors que je le voyais vraiment haut. Mais ce qui est le fun cette année, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs qui répondent pas aux attentes par rapport aux 2 dernières saisons. Ouais. Ouais, c'est vrai, par exemple, ce que tu dis. Mettons, les Finlandais, tu sais, Kiviariou était blessé, mais tu sais, généralement, mettons, à Lenya, je me disais, bon, ils vont sûrement finir par dropper, Hemming aussi, mais ça va quand même bien pour eux autres. Je suis quand même content pour la Finlande. Ouais, j'ai Et, moins aimé mes premiers visionnements de Lenius pour le prélim, là. Fait que ça va peut-être avoir une petite incidence sur ma liste au début de l'année. Mais j'ai vu que ça s'était peut-être raplombé, là. oui, ça va quand même bien dernièrement pour lui, sérieusement. Là, il démontre le potentiel qu'on aime bien de lui, puis il y a un peu plus de chien que je pensais. OK. Fait que je suis quand même content de voir ça pour M. Constant. Constant. Un bon constant. Bon, tu m'as volé ma joke. Mais au moins, ce qu'il y a de le Oh my fun, c'est que God. tu m'as volé ma joke, fait que c'est toi qui as l'air Ouais, c'est d'un ça, gars c'est pas pas une bonne. drôle, tu sais. Ouais, c'est ma job, ça, de ne pas être drôle. Mes enfants, ils n'arrêtent pas de rouler des yeux à cause de ça. Ma blonde aussi. C'est ma joke. C'est ma joke, c'est ma job. Pour Chernyshov, moi, tu parlais de son patin, puis tu sais, j'ai pas trouvé que c'était le plus explosif sur une courte distance, là. Ouais. Tu sais, c'est un gros bonhomme pareil, là. Il est 6 pieds 2, 192 livres, là. Mhm. Tu sais, on va se le dire, là, Chernyshov, sa maturité physique, c'est pas mal terminé, là. Et il va arriver Ben, dans la c'est Ligue pas nationale à ce point-là, là, d'après ouais, c'est moi. pas terminé, mais tu sais, oui, tu sais, c'est pas trop loin. Il n'y aura pas de développement à part que s'il prend 3 pouces, là, je penserais pas, là. Ouais, ça me Mais surprendrait, tu sais, là. ça serait étonnant qu'il prenne 20 livres, dans le fond. C'est plus qu'il faut qu'il se raffermisse, là. C'est ça, tu sais, pour sa grosseur, tu sais, il faut pas s'attendre non plus à ce qu'il soit hyper explosif dans ses premières enjambées, là. Tu sais, c'est peut-être quelque chose qui pourrait travailler dans le gym nécessairement, tu sais. Oui, Tu sais, il a une bonne vitesse en général. Tu sais, il est capable de les varier aussi, ses vitesses, puis de changer de direction, mais tu sais, c'est pas... en close range, là, à courte distance, là, c'est difficile quoi, de battre un de ses couvreurs. Puis, tu sais, j'ai trouvé que c'était un bon gars de protection de rondelle quand même. oui. Il a l'air d'un bloc de béton là, sur patin là, quand même, là. C'est comme, tu le regardes, puis il est fait carré, là, tu sais, c'est comme un petit tank qui s'en va sur la glace, là. Mais c'est juste que j'ai pas accroché sur son offensive, tu sais, tire correct, des passes correctes. Tu sais, il fait pas des choses, mettons, qui sortent de l'ordinaire, là, tu sais, pour un gars de ce gabarit-là, en son âge, dans MHL, que l'année passée, il a connu du succès. Moi, je m'attends, tu sais, je me suis pas pris de note sur lui l'année passée, mais tu sais, je suis allé voir ses stats, puis à sa production l'année passée, on rentre le gabarit dans l'équation, puis il me semble que je me serais attendu à un gars qui domine, mais Ouais. dominer, là, Ouais, sa moi aussi. patinoire, Puis, puis tu j'ai sais, été déçu, là, tu sais. avec ses coéquipiers, sérieusement, je trouve que c'est vraiment un problème. Il y a quelque chose qui ne fit pas avec. Il y a un nom, ça de long, là. Je me rappelle, Rima, quelque chose, là. Mais puis il est ramené en KHL, il joue 30 secondes. Après ça, il est gardé dans les estrades. Il joue pas, il reste sur le banc. Ça me fait chier. Parce que ce genre de joueur-là, il faut que ça joue à fond.
Puis là, ben, Ouais. c'est pas ça qui arrive. Puis dernier point sur Chop, son positionnement, il est très bon. Là. Je trouve qu'il se Oh, positionne bien. Mais c'est ça, il joue comme une game pro, mais t'es très mid, t'as pas de substance. Ah ouais, là, produit un peu. Là, t'sais. comme Shane Wright, en fait. À son Ouais. année de repêchage, Shane Wright, souvent, on connaissait les flashs offensifs, c'était bon, mais très souvent, c'était comme t'es capable de plus, tu sais. Ouais. Sauf que moi, j'ai pas ces visionnements-là de lui l'année passée. Fait que je Ouais, pars un peu from scratch, puis là, le scratch, il est scratché pas mal. Là. Fait que, ouais, c'est ça. euh, il s'est blessé en début d'année, mais quand même, Ivan Demidov euh, appartient toujours au top 3 de la cohorte 2024, Pascal. On va voir d'ici 3 semaines. Au niveau de mes visionnements, quand je le regardais jouer, je trouvais que ça manquait un peu de finition, mais on n'avait pas accès à tous ces matchs en début de l'année. Il faudrait vraiment que je retourne voir ces matchs plus en MHL, parce qu'en KHL, j'ai ça, regarder à KHL pour des joueurs qui jouent juste 6 minutes. Là. Fait que je préférerais voir plus en MHL. J'avais pas accès quand j'ai fait mes avant sa blessure. Ben, après sa blessure, mais pour des matchs avant sa blessure. Fait que je peux pas vraiment te parler qu'est-ce qui se passe en MHL. Mais si je me fie juste en KHL, je suis déçu. Mais c'est pas sa faute. Parce qu'on le connaît par rapport à l'année passée. C'est un talent. C'est un talent élite, ce gars-là. Là, offensivement, même défensivement, il est pas mauvais. Puis physiquement, il en donne quand même bien. Fait que, tu sais, faut pas le mettre de côté pour le top 3, ça, c'est sûr et certain. La blessure aide pas. Mais s'il jouait. Tu sais, je pense pas que, mettons, jouer 5, 4, 3 minutes en KHL donnerait plus de, 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 de- de munitions pour l'évaluer que ce que là qui est blessé. On va voir, là. Mais c'est ça qui est étonnant avec les meilleures équipes en Russie. Ils n'utilisent pas leur jeune. Il y a Guillaume qui nous dit dans le chat Berkeley Catton lui pousse dans le derrière pour le top 3. Je sais pas, je vais surprendre quelqu'un, mais on n'en a pas parlé tantôt de Catton, puis je m'étais mis une note d'en parler, ça m'est échappé. Euh, Moi, Berkeley Catton se bat pas pour le top 3 ni pour le top 5 présentement. Là. Je pense pas que Berkeley Catton va être dans mon top 5 au prélim, personnellement. J'ai pas, Ouais, j'ai pas apprécié nécessairement les matchs que j'ai regardés post-Linka. Linka, j'ai beaucoup aimé ses performances. Les matchs que je suis tombé dans CHL sur lui, je l'ai trouvé, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas tant d'impact que ça sur la patinoire. Et puis, ben, j'aime d'autres joueurs plus que lui, pour l'instant. C'est vraiment simplement ça. je suis pas contre de ce que tu dis. Bon, Tiffy encore en train de me copier. Ah, tout le temps. Non, mais tu sais, J'ai bien parlons-en. hâte, j'ai bien hâte de parler de nos listes, sérieusement. Là. J'en rêve. Non, c'est une joke, là, mais je sais pas s'ils vont être très différentes une à l'autre, parce qu'on va être plusieurs au prélim dans le podcast. Je sais pas si ça va être à quel point ça va être différent. Parce que l'année passée, on se disait ça va être wild, puis tout, ça va être vraiment différent, mais en fin de compte, fuck all. Là. On se parlait même pas de nos listes, puis c'était quand même Ah non. souvent pareil. Ouais. Fait que j'ai hâte de voir. Mais tout ça, tu sais, je veux pas non plus aller trop loin dans le dossier Berkeley-Catton. Mais tu sais, pour répondre à la question de Guillaume, moi, tu sais, non, Catton ne pousse pas Non, dans le dos moi non de plus. Demidov. Il pousse pas dans le dos d'un Sam Dickinson non plus. Là. Moi non plus. Fait que j'irai pas loin non plus là-dessus parce que je veux nous garder un petit peu de surprise pour le dévoilement de nos listes. Mais ce que j'irais à dire pour Catton, c'est que j'ai un peu une vibe de Rally Height l'année passée. Au niveau du playmaking, très bon playmaker. On peut pas y enlever. Mm. Mais j'ai vraiment une vibe de Rally Height dans le sens, est-ce qu'il est capable de faire autre chose que ça? Est-ce que c'est un simple marqueur de points dans le junior? Il y a des indicateurs qui me montrent présentement dans son jeu que
Ses lacunes l'empêcheraient peut-être d'être aussi bon playmaker plus tard, mais je suis très très préliminaire dans mes observations. Mais tout ça pour dire que Riley Height n'est jamais embarqué dans mon top 20 l'année passée. Fait que. Non, Catton, il sera pas sorti du top 20 là, quand même. Et après, si la gueule vient après. Moi, Catton, 50. Non, c'est pas vrai. Non, non, mais non, tu sais, puis je l'expliquerai dans la liste, dans le top 32 préliminaire, mais j'ai vraiment une vibe de Rally Height présentement avec Je Catton. comprends ton call. Bref, est-ce que tu as d'autres espoirs de la Russie? Parce qu'on était en Russie avant que Guillaume nous pose la question sur Katonski. Oh, yes, merci, tu m'enlèves le hit des mauvaises blagues. Imagine-toi, il y en a qui vont regarder ça en différé, même pas en live. Incroyable. Ce que Non, en vous Russie. manquez de ne pas être membre Patreon, de ne pas voir ça en live. Exact. Mais en Russie, il y a beaucoup de overagers qui ont beaucoup de responsabilités pour leurs équipes dans VHL et un peu dans KHL, en KHL, puis ils ont quand même aussi en MHL. Fait que j'ai pas encore regardé beaucoup de matchs de overagers. Ça va venir plus autour du mid. Mais statistiquement parlant, j'ai quelques noms, je me suis ressorti pour aller les voir, dont certains pour Dynamo de Moscou. Donc, j'ai hâte de pousser un peu plus à ce niveau-là, mais pour l'instant, non, on parlera pas. Il n'y a pas d'autres noms, mettons, à part, mettons, Shuraven, qu'on peut. Pourquoi je me souviens de son nom? C'est à cause de la mauvaise blague Shuravi que j'ai faite sur Twitter. Qui n'a pas fait rire personne. Non, Fait qu'il y a effectivement. juste lui. Il y a juste lui qu'il faut que je regarde pour la première ronde, mettons, qui est possible. Parce que je sais que c'est un espoir assez intéressant. Ou bien Igor Surin. Mais j'ai pas encore regardé ces gars-là. Pour l'instant. Je trouve, mettons, comparativement à d'autres pays, comme mettons la Suède, je trouve pas que c'est une grosse cohorte pour la Russie. Il y a quelques noms intéressants, Artamonov, Silayev, puis tout, mais je trouve qu'il y a moins de profondeur, mettons, que la Suède en ce moment. Non, c'est vrai que cette année, du côté de la Russie, c'est un petit peu plus tranquille, tu sais, outre ceux qu'on vient de parler. Mhm. Moi, de mon côté, je sais que Guillaume le soulevait dans le chat là, pendant le podcast, mais au niveau des gardiens de but, souvent, j'attends à la mi-saison, ben, tu sais, autour des fêtes à peu près, pour voir la- l'étendue des statistiques au niveau des gardiens de but. Puis après ça, je vais partir mes observations pour voir, tu sais, tel gars en MHL, il y a des statistiques incroyables. Je vais aller le voir, tu sais, il n'est pas repêché. Je vais aller regarder ce que ça donne pour finalement dresser mon top 10. Fait que, tu sais, depuis quelques années, il y a plusieurs gardiens de but en Russie qui pop, là, tu sais, au repêchage. C'est souvent une mine d'or, là, les gardiens en Russie. Fait que Mhm. c'est sûr que moi, du côté de la MHL, la VHL, je vais aller voir, tu sais, le rendement des gardiens russes. Oui, il y en a un en Parce que, VHL qu'on avait parlé, mais ouais, je me rappelle plus c'est ouais. quoi son nom. Tu m'avais envoyé le nom, mais je l'ai pas. C'est pas Ben, lui je qui l'ai ressemble à encore là. Gandalf, là. Je me rappelle Ça se plus. peut. Mais puis pour les gardiens de but, cette année, oui, c'est une saison assez tranquille. Il ne faut pas s'attendre à de quoi. Ben, tu sais, l'année passée, c'était une bonne cohorte de gardiens. Cette année, ça va être Ben, il y assez. a À part, Vini, mais. il y a Vini, il y a Carter Ouais. George qui est bon, qu'il faut que je revoie depuis le Linka, je ne l'ai pas regardé. Tu sais, j'ai regardé un petit peu en observant la USHL. C'est dans le prochain épisode, on parlera des États-Unis, la USHL et tout. Mm. Euh, j'ai regardé Luca Cloutier, gardien du Steel de Chicago, puis ça a vraiment pas été un bon match. Là, puis il est éligible cette année. Là, fait que c'est un gars qu'il faut que je réévalue. Mais bref, pour les gardiens, ça va aller plus autour, un petit peu après le mid pour le top 10. Pascal, toujours un plaisir de parler d'espoir. Au prochain épisode, on parlera de d'autres ligues pays, c'est la USHL ou la Suède, la Finlande. On va l'écrire sur notre page Patreon, assurément, ce sera quoi les sujets. On va sûrement faire un épisode aussi sur les espoirs des Canadiens de Montréal, Oui. voir comment leur rendement cette saison est rendu. Donc, merci aux membres sur Patreon qui étaient là dans l'épisode en direct. Pour ceux qui souhaitent être en direct les journées qu'on enregistre,
Vous pouvez vous abonner sur Patreon. Les forfaits sont tous décrits là, quand vous consultez le Patreon /TSLH podcast. Les forfaits sont là. Pour les membres, envoyez-nous vos demandes de Game Report. On est le 1er novembre. Ça recommence pour les demandes d'espoir. On est en train de finaliser les commandes de Game Report pour les espoirs d'octobre. Il en reste une de septembre. Ouais, Il vient de Philippe commencer. Méchard, c'est ça, Ouais. exact. Il reste Philippe Méchard qu'il faut que je regarde pour une commande de septembre, mais il jouait pas avec le Rocket. Fait que là, on va avoir un échantillon. Fait que ça devrait être fait sous peu. Yes. Fait que bref, merci beaucoup. Puis merci Pascal de ta disponibilité encore. Et, Merci à toi. yes, et on se revoit dans un prochain épisode du TSLH Podcast. Yes.